Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Ça fait longtemps que j'avais un rêve d'avoir une ferme. C'était l'endroit que je trouvais pas. Puis également, je voulais vivre sur le bord de la mer aussi. Fait que Ragno, ça a été l'endroit de prédilection pour nous autres. On est sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis avec une belle terre qu'on peut cultiver. On a une production biologique diversifiée. On produit du houblon, des pommes, des œufs de consommation et des légumes maraîchers diversifiés aussi. On a 2 serres automatisées. On travaille aussi également avec certains équipements, là, des tunnels chenilles, des micro-tunnels, choses comme ça, pour améliorer nos volumes de production malgré les étés qui peuvent être courts et frais. Le principal défi, je dirais que c'est la courte saison, qui est le plus gros défi d'un agriculteur ici à Ragno. Si on compare avec la Montérégie, on a environ 3 mois de culture de moyenne. Donc nous, les cultures au champ, ça commence en juin et ça finit au plus tard en septembre, octobre et la fin des récoltes. Donc c'est le plus gros défi pour nous. Fait qu'ici, on a la serre 3, on a de production concombre, on a des piments forts, des poivrons, des piments forts, quelques laitues dans le fond. Tout ce qui est là sert à gérer un écosystème dans les serres. Ça facilite pas mal les opérations. La première année, on n'avait pas ça, puis oh, fait soleil, on va ouvrir les côtés. Ah, fait nuage, on va refermer les côtés. T'sais, on peut faire ça 10 fois dans la journée. On a encore des défis ici. On a à peu près entre 8 et 12 pouces de terre noire, argileuse un peu, l'idéal pour des plantes. Mais après ça, on tombe dans l'argile. C'est typique d'un ancien fond marin qui a amené un sol riche comme ça. Donc c'est un avantage pour les cultures, mais il faut s'assurer qu'on a un bon drainage. On va aller à la serre numéro 2. Mais ici, on voit un peu une partie du jardin là, qui reste là, pour cette année. Présentement, on a de la carotte qui est en train de pousser, on a de la betterave, on a de la salade, on a du radis, on a quelques variétés de choux. Là, il a été attaqué pas mal cette année, mais on va vivre avec. Ça, c'est notre serre numéro 2. On a été la semaine passée, ça veut dire qu'on a coupé les têtes. Ça permet aux plants de se concentrer sur les dernières grappes de fruits qu'il y a pour les prochaines semaines à les rendre matures pour qu'on puisse les récolter et les vendre. Là, on a 500 poules présentement en production. Fait que là, on a notre régie biologique qu'on doit respecter certaines normes, dont donner accès au pâturage aux poules. Donc c'est pour ça que là, ils sortent toute l'après-midi jusqu'à 9h le soir. Là, ils rentrent tout seuls, puis moi je ferme les grillages pour la nuit, puis ils sont en sécurité. Évidemment, nous autres, à 500 poules, on passe environ 272 douzaines par semaine.
On aimerait ça d'en avoir un peu plus de poules, là, mais là, on est à côté sur notre quota à 500 poules. Quand on parle d'œufs biologiques, automatiquement, les poules sont en liberté. Quand on parle de poules en liberté, les poules à l'intérieur du poulailler sont dans un parquet qu'on appelle. Ça veut dire que c'est juste un parterre, un air ouvert avec des perchoirs, des pondoirs. Les poules, ils peuvent aller dans les pondoirs quand ils veulent. Nous autres ici, l'hiver, ben là, quand il fait trop froid, je les sors pas. Mais ou sinon, là, quand il fait moins 10 degrés et plus chaud, là, les poules veulent sortir dehors. Fait que ça arrive pas souvent qu'ils sortent pas à l'extérieur. Donc, les gens à l'épicerie, quand ils achètent des œufs bio, ils achètent en même temps ce mode de vie-là, ce mode de production-là, qui se rapproche le plus possible de l'état naturel d'une poule, là, si on la laissait dans la nature. Là. Vous allez voir, là, on peut mirer les œufs. On voit si les œufs ils ont des craquelures dedans. S'ils sont craqués, ben là, on peut pas les vendre parce que ça se conserve moins longtemps. Fait que souvent, c'est nous autres qui les mangent aussi. Fait que là, les œufs s'en vont dans le classement. Puis selon le poids, ils vont se diriger dans leur coque d'or respectif. Souvent, c'est ça, un entrepreneur, hein, ça a plein de projets, là, ça dit « OK, on va faire ça, ça, puis ça, on devrait être pas pire, puis finalement, on en a trop. » On a choisi de faire la culture du houblon parce que, bon, j'avais un intérêt à cultiver quelque chose de différent sur la Côte-Nord. Et j'ai discuté avec André Morin de la Micro Saint-Pancras en 2016 pour voir l'intérêt de la micro à acheter un houblon nord-côtier. Dans le fond, le houblon, ici, ça, c'est le houlamette. Ce que les brasseurs recherchent pour leur bière, c'est ça ici. Ce qui est la petite poudre jaune, là, qui est la lupuline. C'est ça qui va donner l'arôme ou l'amertume en partie aux bières là, des microbrasseries. On a commencé par implanter la prairie puis la houblonnière. Puis depuis, la houblonnière a été implantée en 2019. Là, cette année, c'est la 4e année à prendre la maturité. C'est la 2e année qu'on va vendre du houblon à la microbrasserie. On est encore dans la phase recherche et développement, là, je dirais. On a encore beaucoup de tests à faire pour avoir une houblonnière qui est optimale. Donc, l'année prochaine, là, on pense peut-être descendre les câblages à 15 pieds pour stimuler la production de cônes là, au niveau des plants. Au niveau de la plante en tant que telle, il n'y a pas de défi. C'est une plante qui est super rustique. Elle ne craint pas les froids hâtifs au printemps. Si on a une nuit froide à affamer à 2 degrés, c'est pas grave. S'il est à moins 3, c'est un autre problème, là, mais tant son temps qu'on ne descend pas en dessous du gel, là, en dessous du point de congélation, le houblon, lui, ça ne dérangera pas. Là. Étant donné qu'il n'y a aucun paramètre de culture sur la Côte-Nord, on y va un peu à l'aveuglette. Donc, c'est sûr que les coûts de production, présentement, sont extrêmement élevés là, par rapport à la quantité de houblon qu'on a. Et on va récolter peut-être pour 5 000 $ de houblon, mais ça nous a coûté 15 000 cette année, là, en termes de main-d'œuvre, en termes de paillis
qu'on a essayé cette année pour limiter la croissance des mauvaises herbes. Fait que, présentement, c'est pas payant de faire ça. C'est aucunement payant. On fait ça parce que c'est le fun de le faire. Puis on sacrifie un peu certaines opérations pour être capable de faire fonctionner ça. L'année passée, il y a eu une première bière qui a été brassée avec notre houblon qui s'appelle la Carbonare. Cette année, on va en être à une deuxième récolte là, qui peut être vendue à la micro. Donc, on a hâte de voir le résultat. Là, ici, on est dans le verger. Ça fait 4 ans qu'il est implanté, lui, ici. Donc, les arbres, là, ils commencent à peine à produire. Là, on peut voir si les pommes sont encore relativement petites. Éventuellement, on aimerait ça faire un peu d'autocueillette. Bon, il y a d'autres affaires que je ne connaissais pas dans les vergers, dont la présence de certains insectes qu'on a ici sur la Côte-Nord qui sont plus dommageables que dans le sud du Québec, quand on parle de la saperde du pommier. Puis eux autres, ils vont pondre dans le bas des arbres leur larve qui va rentrer dans l'écorce, puis elle va rentrer dans le tronc, puis elle va être là pendant 2 ans à se nourrir du tronc pour éventuellement devenir l'insecte de la saperde qui, elle, va voler, puis elle va continuer à aller pondre. Ça fait que quand il y a des grands vents, bien, l'arbre peut casser tout simplement. Là. Ça, c'est la saperde qui est rentrée dans le tronc. Puis là, sur l'arbre, on le voit bien là, que là, il y a un insecte là, qui a rentré. C'est beaucoup plus de travail manuel pour avoir des pommes de qualité, puis surtout des pommes qui n'ont pas de pesticides dessus. Là. Tout le travail que les pesticides de synthèse font, ben, c'est l'humain qui le fait. Là. Fait que la main-d'œuvre, ben, c'est sûr que ça va coûter plus cher qu'un petit produit qu'on va arroser sur les différentes cultures. Là. Mais en même temps, par souci d'environnement, ben, je veux dire, moi, j'aime ça, faire de la culture biologique, parce que quand je me promène, je vois la vie biologique qui est aussi vivante que les plantes que j'entretiens. Quand je me promène dans un verger comme ça, oui, je peux voir des mulots qui se sauvent quand je marche, mais je vois aussi des couleuvres qui vont aller chasser les mulots. Ici, quand on passe à tondeuse, le renard, là, il nous suit là, parce qu'il sait qu'il y a du mulot, et même les insectes, on garde des bandes riveraines là, le long de nos fossés là, pour avoir des plantes ou les pollinisateurs ou les insectes qui vont protéger nos cultures des insectes ravageurs, ce qu'on appelle les prédateurs. Ils vont pouvoir aller se cacher quand ils ont besoin de se cacher, puis quand leur nourriture est disponible, bien, ils peuvent aller manger. Fait que c'est toute une symbiose qu'on a en biologique. C'est plus de travail, mais c'est plus gratifiant aussi en bout de ligne quand on a des bons produits à offrir. Ces dernières années, on a vu une certaine évolution de la demande pour des produits locaux, produits biologiques aussi. Les gens sont plus sensibles là, à ce qu'ils consomment quotidiennement. Tu sais, veux pas manger, c'est une action politique qui se fait 3 fois par jour. Cette conscientisation-là fait que, personnellement, ça l'enrichit non seulement notre territoire, puis c'est bon pour notre économie, mais ça tisse des liens sociaux aussi là, pour un système agroalimentaire plus stable, plus harmonieux et plus diversifié.